Investigation into the high school massacre is slow-moving and dangerous. The two gunmen who went on the rampage booby-trapped the building and even themselves. One by one, students returned to Columbine High and left bouquets of flowers in a park half a mile away. They were shooting anyone of color wearing a white hat or playing a sport. Né le 11 septembre 1981 aux États-Unis, ou plus précisément à Lakewood, Dylan Klebold a fréquenté l'école primaire Normandie pour la première et la deuxième année, puis a été transféré à l'école primaire Governor's Ranch où il faisait partie du programme pour élèves surdoués intitulé Challenging High Intellectual Potential Students. Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'il a été transféré à ce programme, vu que Klebold était exceptionnellement brillant en tant que jeune enfant, bien qu'il paraissait quelque peu protégé à l'école primaire. Lorsqu'il est passé au collège Ken Carrill, il a trouvé cela assez difficile. Ses camarades de classe se souvenaient de Klebold comme étant extrêmement timide et réservé, souvent à un degré inconfortable. L'ère du prodige académique devra malheureusement prendre sa fin. Dans la même année, en 1981, on verra naître le deuxième responsable du Columbine School Shooting. Eric Harris, originaire du Wichita au Kansas, venait aussi d'une famille assez aisée. Eric Harris était dans l'obligation de déménager à maintes reprises à cause de la profession de son père, qui lui était pilote de l'US Air Force. Et de son côté, il le vivait assez mal, car il devait repartir à zéro à chacun de ses déménagements. Par contre, en 1993, on pouvait remarquer que les choses avaient l'air de beaucoup mieux tourner, que ce soit pour Eric Harris, dont le père a pris sa retraite et s'est installé dans une ville prénommée Littletown, ou pour Dylan et sa famille qui s'y étaient déjà installés. Là-bas, Eric fréquente le même collège que Dylan, et c'est ici que nos deux personnages se rencontreront. Leurs nombreux points communs tels que l'informatique, le cinéma ou les jeux vidéo les rendront très rapidement inséparables. Nos deux personnages ont créé un groupe nommé Trenchcoat Mafia, où les membres devaient porter de longs manteaux noirs et des lunettes noires, référant au film de la Matrix. Malheureusement, Dylan et Eric seront victimes d'un concept très présent dans les collèges américains à cette époque, qui est le harcèlement. Résultat, ils se refermeront énormément sur eux-mêmes. Nos deux personnages prendront assez mal les événements subis. Ils feront souvent part de leurs mauvaises expériences subies par des élèves de l'école, dans leur site qui leur sert aussi de journal intime à tous les deux. Insultes, violences et balancement d'excréments, c'est ce que certains étudiants du Columbine feront subir à Eric et Dylan. Par contre, de manière assez contradictoire, ils étaient aussi responsables d'harcèlement dans le collège. Dans leur cas, les filles et les handicapés étaient leurs principales victimes. La turbulence qui augmentait chez eux avec l'âge les a amenés à créer une série de missions, ou plutôt de bêtises qu'ils baptiseront les Rebels Mission. Cette idée consistait à vandaliser les habitations des gens qui les testaient en jetant des œufs, des pétards et toute autre sorte d'objets sur leur demeure. Ils iront par la suite raconter leurs aventures dans leur site qui était pour eux un endroit de confession et de relâchement. Faute d'inattention, la police ne donne pas d'importance à leurs actes, toutefois illégaux mais insignifiants à leurs yeux. Dans tous les cas, la police aurait dû se méfier car Eric et Dylan vont par la suite s'intéresser à des choses beaucoup plus sombres. Le harcèlement qu'ils subissent va créer une haine viscérale envers les élèves du lycée de Columbine. Aussi, ils se trouveront une passion commune qui sont les explosifs. Arrivés à un certain stade, Eric et Dylan en ont marre de toutes les moqueries qu'ils subissent. Ils montent alors un plan pour mettre fin à leur jour, mais aussi ôter la vie de tous les membres de leur collège. Jour après jour, ils se filmeront dans le sous-sol de Dylan, planifiant ouvertement l'exécution de leur plan. Leur plan n'était pas poussé, mais toutefois assez violent. Ils avaient planifié de raser l'entièreté du collège, et l'établissement y compris. Au fil du temps, il était assez facile de remarquer une dégradation dans la santé mentale de nos deux personnages. En effet, pour un projet de classe, ils ont décidé de filmer un court-métrage intitulé Hitman, dans lequel Eric et Dylan vont scénariser des scènes dans lesquelles ils apparaissent comme deux tueurs à gages. Leurs petites bêtises monteront d'un cran, et nos deux personnages se feront maintenant remarquer par la justice. Dylan, un jour commettra une terrible erreur. Il se verra diffuser quelques détails sur le plan de l'attentat de Columbine.
Tout débute en février 1997 lorsqu'une embrouille éclate entre Dylan et Brooks Brown, un membre de leur petite clique d'amis. Voulant s'amuser, Dylan va jeter un énorme bloc de glace sur le pare-brise de Brooks. Une dispute s'ensuivra et M. Brown va lui demander un dédommagement immédiat, ce que Dylan va refuser et va même lui demander d'aller se faire voir. Une année d'interactions froides s'ensuivra et Dylan va commettre un acte ma foi assez stupide. Il s'empressera d'écrire une lettre qu'il publiera dans son site web, dans laquelle il décrira ses intentions de fusiller son école et mentionne dans celle-ci que Brooks Brown faisait partie de ses victimes cibles. Les parents de Brooks, pris de panique, décident de porter plainte contre Dylan à la police, qui eux encore une fois ne prendront pas au sérieux les menaces de notre jeune perturbé. Un mandat de perquisition se fera, mais n'aura jamais l'occasion d'être utilisé. Pourtant, pendant que tout ceci avait lieu, Dylan et Eric avaient déjà entrepris la fabrication de bombes artisanales. Eric et Dylan vont entreprendre des bêtises plus graves que d'habitude. Comme mentionné précédemment, nos deux personnages avaient l'informatique comme intérêt commun. Ils avaient parfois comme tâche de s'assurer de la maintenance des serveurs du collège. Un jour d'octobre 1997, en fouillant dans les archives des serveurs de l'école, ils trouveront une liste comportant tous les codes de casier de l'école. Ils auront alors la brillante idée d'aller ouvrir des casiers au hasard et d'y placer des menaces de mort. Leur petit jeu ne durera pas car ils se feront rapidement attraper par l'administration de l'école et expulsés de l'établissement. Un beau jour d'octobre 1997, Dylan et Eric verseront la goutte qui fera déborder le vase. Ils verront une camionnette contenant du matériel informatique et planifieront de voler son contenu. Ils feront du repérage et une nuit, ils partiront dans le stationnement où se trouvait cette camionnette, casseront les vitres et s'empareront de son contenu en courant aussi vite qu'ils le peuvent. La police les arrêtera instantanément et ils auront affaire à la justice. Les deux jeunes garçons seront reconnus coupables, mais avec un peu de chance, ils ne seront pas mis derrière les barreaux. Ils recevront une peine de travaux généraux et seront forcés à avoir un suivi psychiatrique. Ce programme de réhabilitation dans la société ne devait durer qu'une année, mais dû à leur comportement exemplaire, ou plutôt leur talent à cacher leur maladie mentale, ils se sont vus recevoir une réduction de peine. Quelques mois plus tard, après leur libération, ils commenceront à travailler dans une pizzeria du nom de Black Jack Pizza et étudieront sur le côté. Tout le monde pensait qu'ils avaient changé, devenus de nouvelles personnes normales et saines d'esprit. Eh bien, c'était ce que nos deux personnages voulaient laisser croire. À partir de ce moment, Eric et Dylan commencent à prendre de réelles mesures face aux dires qu'ils ont laissés flotter sans aucun appui factuel pour le moment. La première partie de leur plan consistait à se procurer énormément d'armes. Ensuite, conformément à leur intérêt commun depuis peu, ils se mettent à la confection d'explosifs artisanaux. La dernière étape aurait été de trouver un moyen d'entrer dans l'établissement, tuer le plus de gens possible et par la suite en finir avec eux-mêmes. Ils travailleront très dur au Black Jack Pizza pour récolter un maximum d'argent qui leur servira à acheter l'arsenal utilisé dans le massacre. Cependant, ils feront face à un petit problème. Ils sont encore mineurs. Malgré la facilité malsaine de se procurer des armes aux États-Unis, il est tout de même difficile pour un mineur de s'en acheter. Cela n'avait pourtant pas l'air de les arrêter, vu qu'ils auront recours à une de leurs amies majeures, Robin Anderson. Ils lui demanderont de signer quelques papiers pour se procurer des fusils de chasse. Elle semble quelque peu réticente au début et contre l'idée, mais finit par le faire. Ils iront par la suite se procurer un poignard auprès d'un collègue de travail, Mark Maness, au prix de $500. Les explosifs, eux, étaient assez faciles à se procurer et, même s'ils arrivaient à une impasse dans l'obtention de ceux-ci, ils avaient tout simplement recours à un majeur encore une fois. Alors que les mois passent, ils vont accumuler un nombre incalculable d'armes, d'explosifs ou encore de couteaux dans la chambre de Dylan. Personne n'avait anticipé ceci. Profs, parents et proches, tout ceci se produisait sous leurs yeux sans que personne ne s'en aperçoive. La préparation du plan dura environ 8 mois. Tout ceci était suffisant pour mettre en place un arsenal digne d'une opération militaire. En effet, celui-ci comportait 2 armes à feu 9 mm, 2 fusils de chasse calibre 12, 98 engins explosifs artisanaux, dont 15 bombes au propane, 27 bombes tuyaux, 7 cocktails Molotov, 49 bombes CO2 et plusieurs couteaux. De manière assez logique, pour manier ces armes, il leur fallait quand même de l'entraînement, et c'est pourquoi ils sortiront dans les montagnes avec leurs amis pour s'entraîner au tir en prenant en guise de cible des quilles. Comme mentionné précédemment,
Ils sont aussi tous les deux passionnés de cinéma, mais surtout du film américain Natural Born Killers de Oliver Stone sorti en 1994. En résumé, le film parlait d'un couple qui dans leur enfance avait subi des violences et ont décidé de se venger en empruntant les routes des États-Unis et en tuant des gens de manière aléatoire. Ils ont décidé de baptiser leur attaque par The Holy April Morning of NBK, que l'on pouvait traduire par le Saint Matin d'Avril de NBK, nom faisant référence à l'attaque qui se déroulait en avril. Leur plan était fin prêt. Arriver à l'établissement vers 11h, entrer dans le collège, placer une bombe géante à la cafétéria à l'heure où tout le monde s'apprêtera à manger, raser l'entièreté de la cafétéria, tuer les survivants qui essaieront de s'échapper, et finalement... « 11 avril 1999, à 11h10, les deux terroristes arrivent en voiture à Columbine et se garent dans deux places du stationnement non réservées. Dans la première voiture se trouve Eric et dans la deuxième Dylan. Les deux jeunes garçons se dirigent vers leur voiture pour décharger des sacs de sport de leur coffre contenant les armes qui serviront au massacre. Un élève remarque Eric et se dirige vers lui pour lui parler. Ce n'est autre que Brooks Brown, le camarade d'Eric avec qui il avait eu une dispute auparavant et aurait aussi menacé de tuer dans une fusillade de l'école. Malgré cela, il décide de l'épargner et lui dit « Je t'aime bien Brooks, va-t'en, rentre chez toi ». Brooks était confus mais décida tout de même de l'écouter et quitta immédiatement les lieux. Le plan de nos personnages était enfin en marche. Ils se posent devant les portes pour contrôler les sorties et avoir une bonne visibilité de la cafétéria. 11h14. Une bombe se détonne à 800 mètres de l'école, préalablement placée par Eric et Dylan afin de faire diversion et d'envoyer toutes les patrouilles de police, de pompiers et d'ambulances là-bas. Eric et Dylan entrent alors dans la cafétéria et placent des bombes à propane de 9 kg. Les bombes sont programmées pour raser la cafétéria entière à 11h17, soit 5 minutes plus tard. Les bombes utilisées sont non seulement assez puissantes pour raser l'entièreté de la cafétéria, mais aussi pour faire tomber la bibliothèque qui était à l'étage au-dessus. Ils se positionnent à l'extérieur pour abattre toutes les personnes qui tenteront de s'enfuir après l'explosion. Ils attendent alors quelques minutes, mais rien du tout. La cafétéria est toujours intacte. En voyant l'échec de leur plan initial, ils décident de changer de plan. Ils rembarquent dans la voiture et se dirigent vers l'une des portes d'entrée, arme d'assaut à la main. 11h19, les premières balles sont alors tirées. Deux adolescents qui déjeunaient ensemble seront touchés. Rachel Scott sera exécutée et Richard Castaldo survivra, mais grièvement blessé. La tuerie est alors en marche. Eric et Dylan ont commis leur premier meurtre. Ils continueront d'avancer en direction de la cafétéria, tirant sur tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, blessant certains et tuant d'autres. Arrivé sur place, Harris continuera le massacre sans aucune pitié pour personne. Par la suite, les deux jeunes garçons se regroupent pour trouver d'autres personnes à tuer. Patty Nielsen, prof d'art plastique au collège, entendra le vacarme et croira qu'il est encore question d'un de leurs nombreux tournages de films, mais en arrivant devant la porte, elle se retrouvera, accompagnée d'un autre élève, devant les deux terroristes avec une porte vitrée les séparant. Dylan tire dans leur direction, mais aucun des deux ne se fera toucher par les balles. Patty sera cependant blessée par les éclats de verre partis dans tous les sens après l'impact des tirs. Patty va par la suite aller se réfugier dans la bibliothèque et appeler la police. 11h29. Les deux tireurs arrivent à la bibliothèque. À l'intérieur se trouvent 52 élèves ainsi que 2 professeurs dont Patty Nielsen. Eric criera alors debout. Dylan criera ensuite « Tous ceux avec des casquettes blanches, levez-vous. C'est pour toutes les emmerdes que vous nous avez fait subir durant ces 4 dernières années. » Pour un peu de contexte, à Columbine, les sportifs portaient tous des casquettes blanches. Comme personne ne s'est levé, Eric et Dylan passeront alors sous les tables et tueront les élèves. Ils discuteront avec d'autres avant de les tuer et laisseront d'autres s'échapper. À 11h42, Dylan et Eric sortent de la bibliothèque parce que Eric saignait abondamment du nez. En effet, en tuant l'un des élèves, le recul de son arme a tapé son nez et l'a cassé. Le massacre est désormais fini, mais il décide de continuer d'errer dans les couloirs pour faire peur au reste des élèves, professeurs et personnel. Midi. 15 minutes plus tard, il regagne la bibliothèque où tous les survivants avaient fui, hormis 2 qui étaient blessés et qui ne pouvaient pas s'enfuir. Eric et Dylan échangeront encore pour la énième fois des tirs avec la police qui était encore dehors, et à midi 8,
Ils se placent au milieu de la bibliothèque et décident qu'il était enfin temps pour eux de quitter ce monde. Dylan Klebold sautera la vie d'une balle de pistolet dans la tête et Eric Harris le suivra en plaçant le canon de fusil à pompe dans sa bouche, s'explosant le crâne. 13h. Une heure après le suicide d'Eric et Dylan, la police décide qu'il est enfin temps d'intervenir à l'intérieur de l'école. Ils avancent alors de classe en classe et évacuent les élèves et professeurs survivants. Il y a plusieurs blessés, dont certains qui ont succombé de celle-ci à cause du temps monstrueux que les policiers ont pris pour intervenir. 13h30. Les policiers arrivent à la bibliothèque et se retrouvent devant une scène d'horreur où la majorité des victimes de Columbine ont perdu la vie. 16h30, l'école sera finalement déclarée comme étant sûre par la police. Eh bien, pour être honnête, personne n'a la réelle réponse à cette question, et ce, parce que les seuls capables de nous donner une réponse concrète sont Eric et Dylan, et ils ont malheureusement emporté ce secret avec eux dans leur tombe. Cependant, on peut deviner, et très rapidement se rapprocher de la réalité. Sur internet, il existe plusieurs théories, dont certaines complètement absurdes, et d'autres plus sérieuses et probables. Cela fait maintenant plus de 20 ans que la tuerie a été commise, et en 24 ans, on a vu énormément d'indices et informations sur les probables causes de cette attaque apparaître sur internet. Afin de résoudre l'énigme de l'attaque terroriste de Columbine, je propose que l'on s'attaque tout d'abord aux théories absurdes, et puis que l'on passe aux plus probables par la suite. Il y a une théorie qui affirme que les jeux vidéo ont été la principale cause dans les événements de Columbine. Et bien simplement parce que nos deux jeunes jouaient énormément à Doom, un jeu connu pour son excès de violence. Les parents des victimes porteront alors plainte contre les grosses compagnies produisant ces jeux vidéo pour avoir été un acteur clé dans cette tuerie de Columbine. Cette théorie est assez stupide selon moi car elle est basée sur le nom de la tuerie qu'avaient nommé Dylan et Eric. The Holy April Morning of NBK faisait référence à l'un de leurs films préférés, Natural Born Killer, comme mentionné précédemment. Ceux qui croient en cette théorie tentent aussi de prouver la véracité de celle-ci en mettant sur la table les cartes des courts-métrages que nos deux jeunes avaient l'habitude de faire, dans lesquels ils créaient des scénarios où ils tuaient des innocents. Maintenant, passons aux théories les plus sérieuses, intéressantes et probables à mon goût, et celui de la majeure partie de la communauté effectuant des recherches sur le sujet. Le FBI, plusieurs sociologues, ainsi que des psychologues ont mené leur enquête pour savoir ce qui a poussé les deux jeunes garçons à commettre ce massacre. Et pour avoir des réponses à leurs questions, ils ont dû avoir recours à leurs journaux intimes. Dans ceux-ci, Dylan et Eric écrivaient tout. Leurs pensées, leurs passions, leurs rêves, leurs chagrins, leur vision des choses, du monde, leur haine ainsi que leur joie. Du coup, pour les enquêteurs, c'est du pain béni. Déjà, pour répondre à la question de pourquoi est-ce que Dylan et Eric ont commis ce massacre, il faut se questionner sur leur santé mentale. Étaient-ils schizophrènes? Bipolaires? Est-ce des voix qui les avaient incités à commettre ces atrocités? Eh bien pas vraiment. Aucun des deux n'avait de troubles mentaux sévères. C'était la haine plutôt dans ce cas-là qui les a poussés à commettre ce crime. Une chose ressortait souvent dans les journaux intimes, et c'est le harcèlement. Ces deux jeunes garçons en souffraient énormément. Et attention, cela ne justifie en aucun cas l'attentat qu'ils ont commis. Mais les deux garçons vivaient dans un environnement très malsain, rempli de haine, d'humiliation, de moquerie, ce qui a créé chez eux, selon les psychologues, un sentiment d'insécurité. De plus, les deux jeunes garçons avaient ce point commun en particulier qui les rapprochait. Ils se connaissaient, se ressemblaient, se ressentaient, et ce parce qu'ils vivaient la même chose. Les deux ne faisaient qu'un, et c'est pour ça qu'ils ont commis le massacre à deux, ce qui est très rare dans une tuerie de masse. D'un côté, nous avons Eric qui sera qualifié comme étant psychopathe, égoïste, rempli de rage et manquant de sens moral. Et de l'autre, nous avons Dylan qui lui a été étiqueté comme étant psychotique, paranoïaque et ayant des pensées déstructurées. Dylan est nourri par la haine et la violence, tandis que Dylan était nourri par la dépression et la vengeance. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'ai dû travailler jour et nuit pour récolter un maximum d'informations sur ce sujet, à la fois tragique et intéressant.
J'ai fait de mon mieux pour doser le temps de cette vidéo afin qu'elle ne soit ni trop longue ou ni trop courte, juste assez d'informations pertinentes pour combler les facteurs de cohérence et de divertissement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, et me dire dans les commentaires quels ont été les points les plus intéressants que vous avez trouvés dans ce nouveau épisode de la série VHS. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?